Bonjour à toutes et tous. Donc, ravi de vous retrouver si nombreux ce matin à l'occasion du webinaire organisé par l'adresse sur la thématique locaux vacants, inventons les usages de demain. Moi, je suis Laura Lemairet, responsable des programmes à l'adresse et nous allons être ensemble jusqu'à 12h30. Donc, nous avons 1h30 de webinaire. Quelques consignes avant de se lancer dans le vif du sujet. On vous demande de garder les micros coupés et de poser l'ensemble de vos questions dans le chat euh, parce que vous êtes nombreux et nombreuses ce matin et nous pourrons y répondre au fil de l'eau. Ma collègue Lola pourra vous répondre et sinon, en fin de webinaire, nous avons un temps dédié pour poser l'ensemble des questions qui seront issues du chat et qu'on va synthétiser. Pas d'inquiétude, la présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire, donc on pourra vous l'envoyer dans la semaine. Voilà, au programme de ce matin, donc un temps de constat sur les locaux vacants, suivi d'une présentation du dispositif de la fabrique à initiative comme solution et levier potentiel à la vacance de locaux sur vos territoires. Nous prendrons ensuite un temps de témoignage de structures de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire pour vous donner des exemples concrets et vous permettre de vous inspirer pour de futurs projets sur vos territoires. Et puis, nous aurons ensuite une présentation de la Foncière de Normandie ainsi que de l'ADEME avec qui nous avons un partenariat. Voilà. Avant de lancer le webinaire, je vous propose de mettre dans le chat vos prénoms, noms, structures et puis départements aussi, puisqu'on a des personnes qui se connectent de l'ensemble de la Normandie. Et puis, je vais laisser la main à mes collègues pour se présenter. Lola, tu démarres? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lola Claes, chargée de mission Fabrique et Initiative pour l'adresse et en particulier pour le territoire de la Seine-Maritime et de la Glo-Seine. Et je passe la balle à Mathieu. Eh bien, bonjour à tous, Mathieu Perfect, chargé de mission Fabrique et Initiative aussi à l'adresse Normandie. Et donc moi, je suis plutôt en charge du territoire de l'Eure et du Havre et l'ensemble du territoire autour du Havre. Voilà, et donc je passe la main à Florent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Florent Rouillat, donc, je suis chargé de mission Fabrique à Initiative. Et pour ma part, donc, je couvre plutôt les territoires de l'ex-Basse Normandie, donc Orne, Manche et Calvados. Merci. Quelques mots d'introduction pour vous présenter l'adresse qui organise le webinaire aujourd'hui. Donc, nous sommes l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales et solidaires en Normandie, une association créée en 2005 et nous sommes 12 salariés répartis sur deux sites, le siège qui est à Rouen, à l'Atrium, et une antenne à Caen, au pôle régional de l'ESS. Cette année, nous comptons près de 70 adhérents, majoritairement des entreprises sociales que nous avons accompagnées ou qui sont implantées sur le territoire, les grands réseaux de l'économie sociale et solidaire et les territoires avec lesquels nous avons des partenariats et des conventionnements. Le principal objectif de l'adresse, c'est de favoriser le développement de l'entrepreneuriat social comme manière d'entreprendre sur et pour nos territoires, avec une double mission. Une première mission liée à l'accompagnement de porteurs et de porteuses de projets, notamment à travers un dispositif et notre incubateur que vous connaissez certainement qui s'appelle Catapulte, qui est un incubateur annuel et qui permet d'accompagner 30 projets sur le territoire normand, mais aussi à travers le dispositif d'accompagnement régional Ici, je monte ma boîte. Nous accompagnons également des entreprises en activité sur deux volets. Le volet de la transformation pour des structures, on va dire, classiques qui souhaiteraient se transformer en structure de l'entrepreneuriat social. Et sur un autre programme sur l'implantation pour des structures hors Normandie qui souhaiteraient venir s'implanter en Normandie ou pour des structures normandes qui souhaiteraient essaimer sur d'autres territoires en Normandie. Et enfin, nous accompagnons les territoires, notamment à travers les cycles défis et les fabriques à initiatives. Mais je n'en dis pas plus puisque ce sera le thème de notre webinaire aujourd'hui. Et la deuxième mission, c'est l'animation de notre communauté des entrepreneurs du changement et principalement de nos entreprises à travers différents temps forts, d'événements, de formations, de webinaires. Euh, Peut-être prendre quelques instants aussi pour reposer le cadre de l'entrepreneuriat social. Nous, à l'adresse, on l'entend à travers quatre piliers que l'on questionne systématiquement. Le premier pilier est celui de la finalité sociale et ou environnementale, c'est-à-dire que les projets et structures que l'on va accompagner
répondent à un besoin social ou environnemental qui est non couvert sur un territoire. Et sur les thématiques qui sont extrêmement larges, on peut se dire que c'est globalement l'ensemble des objectifs de développement durable et que ça peut aller de l'énergie à l'insertion, au circuit court. Voilà, c'est très très large dans les structures qu'on est en capacité d'accompagner. À l'adresse, nous accompagnons des structures qui ont vocation à créer de l'emploi et donc à avoir un modèle économique viable et pérenne, et donc la plupart du temps dans des modèles économiques hybrides pour pouvoir sécuriser aussi la partie création d'emplois. Et puis les deux derniers piliers sont vraiment ceux de la loi ESS du 2014, à savoir le partage du pouvoir et le partage de la valeur. Partage du pouvoir à travers l'implication très forte des parties prenantes des projets sur différentes instances et sur la manière de développer le projet. Et puis, le partage de la valeur sur la partie lucrativité encadrée, c'est-à-dire que le projet et sa rentabilité sont remis au service de la finalité même du projet et de la structure. Voilà très rapidement pour reposer le cadre. Si à ce stade vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra au fil de l'eau. Euh, et je vais laisser Florent nous parler de la partie constat de la vacance. Merci Laura. Donc aujourd'hui, on propose ce webinaire car donc avec mes collègues, en fait, par rapport à nos missions qu'on a avec les acteurs du territoire, mais aussi les projets qu'on peut accompagner, c'est qu'on part d'un constat, c'est celui qu'il existe en fait un enjeu concernant les locaux vacants. Donc on a remarqué voilà, qu'il existe un nombre conséquent de locaux vacants sur les territoires, qui peut être d'anciens commerces, boulangeries, boucheries, etc., et d'anciens locaux commerciaux. Ça peut être aussi des hangars, d'anciens bâtiments agricoles, mais ça peut être aussi également des locaux municipaux qui sont inoccupés. Donc, on s'est posé la question, pourquoi valoriser ces locaux vacants? Donc, en valorisant ces locaux, on peut les valoriser à trois niveaux. Notamment, ces locaux peuvent avoir un impact économique sur le territoire, donc la création de nouvelles recettes foncières, c'est aussi le soutien à l'entrepreneuriat local, pardon. On peut aussi avoir un impact social, c'est-à-dire répondre à un besoin du territoire et notamment venir répondre aux besoins des habitants du territoire et réinventer les nouveaux usages en fait de ces locaux-là. Et aussi un impact environnemental en réinvestissant pardon, le bâtiment déjà existant. C'est pourquoi on souhaitait mettre l'accent aujourd'hui sur cette problématique, en tout cas cette thématique des locaux vacants, et faire le lien, nous aussi, avec notre outil qui est la fabrique à initiative, qui est notre outil d'accompagnement des acteurs des territoires, car on est convaincu que l'ESS est une réponse pertinente pour répondre à ces nouveaux besoins et pour explorer les nouveaux usages de ces locaux. Donc, donc la fabrique initiative est pertinente pour répondre à ces nouveaux usages avec une approche en trois temps. La première, c'est vraiment une approche par le besoin, c'est-à-dire de partir des besoins existants sur le territoire. Une approche aussi multipartenariale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir co-construire une nouvelle solution, une nouvelle réponse avec les acteurs du territoire. Et on est aussi convaincu que les modèles en fait de l'ESS sont quand même plus pérennes de manière globale, c'est-à-dire avec l'implication en fait justement des différentes parties prenantes dans le projet. Et donc je peux proposer de passer la parole à mon collègue qui vous présentera un peu plus en détail justement cet outil qui est la fabrique à initiative. Merci Florent. Oui, en effet, je vais prendre un temps pour vous présenter la Fabrique Initiative. Donc alors c'est un outil qui s'inscrit dans un réseau national qui est animé par l'AVIS. Donc on voit sur cette carte que nous ne sommes pas seuls à pratiquer cette méthodologie.
Quasiment l'ensemble des territoires métropolitains et même hors métropolitains peuvent être impactés, enfin en tout cas peuvent utiliser cet outil de fabrique à initiative. Donc c'est un outil qui a pour objectif d'accompagner les territoires dans la réponse à des besoins sociaux ou environnementaux non couverts. Donc en fait l'idée c'est d'arriver sur un territoire et de se dire euh, quels sont les besoins que vous pouvez identifier ou que vous pressentez qui ne sont pas couverts en vous disant j'ai un problème de mobilité des seniors, j'ai un problème sur la question du réemploi en général, j'ai un problème sur voilà, il y a un besoin, il y a quelque chose qui est là, mais j'ai pas d'acteur spécifiquement identifié qui y répond. Nous, on arrive l'adresse avec ce besoin et on vient travailler avec vous sur le territoire avec l'idée de trouver une réponse entrepreneuriale, en tout cas de créer une nouvelle activité économique dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui vise à répondre à ce besoin. Et donc c'est une méthodologie qui vraiment s'inscrit un peu à l'envers de ce qu'on peut nous voir d'habitude, où on a des porteurs de projets qui viennent. Là, on vient sans porteur de projet. Donc on vient repérer les besoins économiques, environnementaux et sociaux sur les territoires. Donc voilà, ça c'est la base de notre arrivée. On vient mobiliser un groupe de travail d'acteurs locaux. Donc l'idée c'est qu'on vient pas seul, on vient nous avec les acteurs du territoire pour trouver les réponses qui sont ancrées sur le territoire. Ensuite, on vient modéliser une entreprise ou une offre afin de répondre aux besoins. C'est l'enjeu, de modéliser quelque chose qui permette de répondre aux besoins et donc de pouvoir avoir quelque chose qui est structurant et structuré. Et puis ensuite, on va transmettre le projet à un porteur de projet et l'accompagner dans sa réalisation. Nous, sur la première phase, en effet, on vient un peu comme un porteur de projet, c'est-à-dire qu'on vient faire tout le travail de modélisation, de benchmark, d'études de marché. Et ensuite, une fois que, avec l'ensemble des acteurs, on a identifié le besoin, on vient ensuite faire tout ce travail de transmission. Donc, si on prend cette carte devant vous, enfin cette temporalité, on voit que il y a un enjeu pour nous de se situer déjà dans l'identification du besoin. C'est-à-dire qu'on a découpé la fabrique à initiative en deux temps. On a un premier temps qui s'appelle le cycle défi, qui est un temps qui peut vous être proposé sur les territoires pour déjà faire émerger des premières solutions entrepreneuriales sur un besoin identifié ou un besoin qui est là, on ne sait pas trop comment on peut le agir dessus. Nous, on peut venir faire un cycle défi, donc c'est un cycle qui est plutôt court, hein, entre 3 et 6 mois. On va se mobiliser les acteurs du territoire, mobiliser l'écosystème local, et puis on va travailler ce besoin et commencer à se dire qu'est-ce qui est possible d'imaginer ensemble et comment on peut l'imaginer dans le champ de l'entrepreneuriat social. Et puis ensuite, on peut envisager d'aller plus loin. Et donc là, on a la méthodologie complète de Fabrique à Initiative, hein, qui englobe d'abord le cycle défi, mais qui va beaucoup plus loin. C'est de se dire, bon, ben, on va aller plus loin, on va qualifier le besoin plus précisément. On va en effet travailler avec les acteurs du territoire à préciser exactement le besoin, le quantifier, le qualifier, travailler les questions statistiques aussi, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont voilà, les réalités aussi de ce besoin-là sur les territoires. Et puis, on va commencer à formaliser des scénarios qu'on va soumettre au groupe de travail qui va pouvoir décider collectivement du scénario qui va prendre forme et qu'on va ensuite modéliser. Donc dans l'étape 2, on va modéliser une entreprise, hein, donc avec les groupes de travail, on va définir le besoin précisément, définir l'offre, définir les grandes lignes de la gouvernance et on va commencer à chiffrer le projet donc avec un modèle économique qui permet d'avoir un prévisionnel et de se dire, OK, là, le projet, on le visualise bien, on voit bien le modèle qu'il peut prendre. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, on va chercher à transmettre le projet, c'est-à-dire qu'on va transmettre avec un modèle économique qui est viable, qui est étudié, qui a été validé par les acteurs du territoire, et on va chercher un porteur de projet. Donc soit le porteur de projet, on va dire, a été identifié tout au long du processus et il apparaît comme naturel et il va pouvoir prendre la suite et donc on va embrayer sur ce travail assez naturellement, soit on n'a pas de porteur de projet identifié très clairement, et on va chercher via un appel à candidature, un appel à manifestation d'intérêt, un porteur de projet qui pourrait répondre à ce besoin et donc pouvoir mettre en place ce modèle d'entreprise qu'on a imaginé collectivement. Et donc nous, dans cette partie transmission, on va bien entendu prendre le rôle aussi de l'accompagnateur, c'est-à-dire qu'on va maintenir le lien et faire en sorte que cette modélisation que nous avons imaginée collectivement va pouvoir se mettre en place et donc accompagner le porteur de projet dans la réalisation du projet avec l'étude de faisabilité et puis toute la structuration juridique et économique du projet.
Donc nous avons un peu d'expérience sur ce sujet-là, puisque ça fait maintenant bien 15 ans que nous sommes opérateurs sur la fabrique à initiative. Donc on voit sur cette carte, qui n'est pas exhaustive, mais qui déjà représente très bien notre implantation, le fait qu'on intervient sur l'ensemble des territoires normands. Donc voilà, on voit cette cartographie qui montre bien qu'on a des projets qui sont portés déjà, des projets qui sont en cours de transmission, et puis des projets qui sont en cours d'étude, donc actuellement qui sont portés par moi et mes collègues sur cette partie-là. Alors on a des chiffres, hein, c'est toujours important d'avoir des chiffres pour parler aussi. Depuis 2012, on est à 21 projets qui ont été lancés sur 48 études d'opportunité réalisées. Donc ce qui est plutôt bien, puisque les études d'opportunité, donc cette phase où on va chercher à modéliser, en fait c'est celle qui va aussi nous dire si il y a une opportunité ou pas d'avoir une réponse entrepreneuriale à ce besoin identifié, à cette problématique. Parfois il n'y a pas d'opportunité, ça peut arriver. Et puis parfois il y a l'opportunité, mais derrière, les acteurs du territoire n'arrivent pas forcément à se saisir de cette étude, ou simplement c'est décalé dans le temps pour plein de raisons. Mais dans tous les cas, nos 21 projets lancés ont créé pas mal d'emplois. Alors, on a des exemples de projets qui sont très concrets aussi, puisqu'on travaille sur des thématiques très différentes. Sur le bien vieillir, on va avoir une maison des aidants, donc qui va vraiment répondre à cette question de comment on accompagne les aidants dans cet enjeu-là. Déménagement senior, voilà, qui peut permettre aussi de répondre à ce problème de mobilité, et notamment d'accompagnement des seniors dans cette problématique. Sur l'alimentation, on va trouver assez naturellement les questions de circuit court, qui est un enjeu aujourd'hui central de comment on relocalise l'alimentation au plus près des habitants. Sur la mobilité, on va avoir tout ce qui est garage social et solidaire, hein, qui permet à des personnes en situation d'insertion ou d'inclusion d'avoir des réponses pour réparer leur véhicule, pour pouvoir trouver des véhicules moins chers. L'économie circulaire a un enjeu aussi important de notre époque, donc le réemploi des déchets du BTP, qui est un enjeu qui est pas mal pris aussi en charge à l'adresse sur des fabriques. Les consignes alimentaires, voilà, arrêter de jeter des emballages et avoir aujourd'hui d'autres solutions qui permettent de réduire notre impact sur la planète. Les services de proximité, donc là on va trouver conciergerie d'entreprise et conciergerie rurale, donc cet enjeu d'avoir en milieu rural des réponses et donc des services au plus près des habitants. Donc ça c'est aussi un enjeu, donc là qui va toucher pas mal les locaux vacants, notamment sur les conciergeries rurales, hein. Et puis les questions d'emploi, l'insertion, donc restaurant d'insertion par exemple, mais aussi les questions de territoire zéro chômeur de longue durée. Donc nous, c'est l'ensemble de ces thématiques, et on peut en avoir encore plein d'autres sur lesquelles on agit et sur lesquelles on peut trouver des réponses via la fabrique à initiative. Donc c'est un outil qui est assez puissant et qui permet vraiment aujourd'hui de pouvoir déployer des réponses sur les questions. Et les locaux vacants en est un particulier, puisque de plus en plus de locaux sont disponibles sur votre territoire, et on ne sait pas toujours quoi en faire. Et donc nous, cette méthode nous permet de venir imaginer des solutions entrepreneuriales à mettre en place pour répondre à vos besoins de territoire. Et donc sur cette partie-là, je vais passer la main, bien sûr, aux exemples concrets, puisque c'est aussi ça qui est important. Et Mm. donc, je passe la main à Laura qui reprend la suite pour vous donner voilà, les inspirations. Merci. N'hésitez pas pour toute question, précision sur la fabrique, sur combien de temps ça dure, quels acteurs sont mobilisés. Voilà, vous pouvez utiliser le chat, on y répond avec Lola. Et on pourra aussi prendre des questions en fin de webinaire. Effectivement, au-delà de vous présenter nous ce qu'on propose, on avait à cœur de vous donner à voir des exemples réussis sur les territoires. Alors, des exemples qui ne sont pas forcément issus des fabriques, mais qui sont des structures de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, que l'on a accompagné à l'adresse ou qui ont été accompagnés par d'autres acteurs qui peuvent être proches de l'adresse, pour justement vous montrer concrètement comment on développe une solution sur un territoire en lien avec la commune ou avec un local vacant. Euh, Petit focus timing pour les intervenants. Donc, vous avez 10 minutes de présentation par intervenant. On vous demande d'être vigilant. Comme ça, on a vraiment ce temps à la fin de questions-réponses pour approfondir sur vos projets et vos structures. Et donc, on va accueillir Nicolas Mourier, donc maire d'Aumilier-à-Caen, et Gilles Menant, chargé de développement à l'attractivité socio-économique d'Aumilier-à-Caen. Donc, euh, petite ville
de la Sarthe, qui va venir nous parler du tiers-lieu Les Ateliers de demain. Oui, bonjour à tous. Alors on n'est pas normand, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Donc merci de nous avoir invités pour témoigner. L'histoire du lieu et des ateliers de demain, c'est quelque chose qui naît déjà en amont des élections de 2020 au sein du groupe de travail avant de se présenter. C'est une initiative qui est fortement soutenue en fait par la municipalité et qui répondait en fait à ce qu'on avait écrit dans notre profession de foi, à savoir que l'investissement qu'on prévoyait pour 2020, c'était un investissement humain et que tout ce qui était prétexte à créer du lien et de la cohésion sociale était à favoriser. Et forcément, ça passait par la création d'un tiers-lieu. Ce tiers-lieu, en fait, nous, on a fait l'acquisition d'un bâtiment industriel qui était en friche, en tout cas qui était à vendre, qui fait 800 mètres carrés, et dont on a fait l'acquisition assez vite dans le mandat précédent, en 2021. Aujourd'hui, ce bâtiment, il fait donc 70 mètres de large avec une belle fresque que vous voyez sur les petites photos, qui a été réalisée par des graffeurs locaux, et met en avant en fait le plus important pour nous, c'est-à-dire le capital humain de nos bénévoles. On se rend compte que les gens se connaissent, mais des fois se connaissent pas suffisamment, ou on a besoin d'aller un peu plus profondément pour que un tel sache, ah bon, tu fais ça, ah ben je savais pas, tiens, et créer du lien et forcer un peu le trait et trouver des prétextes pour faire se rencontrer les gens. Alors aujourd'hui, il y a j'ai plus le nom en tête, mais une vingtaine d'activités autour des ateliers de demain, qui est une association qui est soutenue par l'association ADSL. Rien à voir avec ce qui est en train de disparaître avec les paires de cuivre et remplacé par la fibre, mais c'était rigolo. Du coup, cette association, elle a été créée pour permettre à des porteurs de projets associatifs ou d'activités de venir tester des initiatives pour ensuite voir si ça fonctionne ou pas, sans les obliger à créer une association, créer un bureau, un président, un secrétaire, etc. C'est tout porteur de projet qui a envie de faire quelque chose, il vient nous voir, il vient voir la DSL et il essaye. Donc ça a commencé avec le poker, les jeux de société, la couture, maintenant le Repair Café, le VTT, la course à pied, le puzzle. Bon bref, j'en passais des meilleurs. En tout cas, c'est un sacré tremplin de permettre à des gens de venir tester quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et puis de voir si ça fonctionne. La municipalité derrière offre la possibilité d'avoir des locaux. Donc en l'occurrence, avant que les ateliers de demain ne soient opérationnels, on prêtait des locaux communaux. Et s'il fallait acheter des jetons de poker ou des jeux de société pour démarrer l'activité, c'est la collectivité qui s'en chargeait. Et puis, petit à petit, avec les bénévoles, on a commencé à aménager le lieu. Donc, les 800 mètres carrés de bâtiment. Alors, tout est opérationnel, mais tout n'est pas amené à servir d'un coup d'un seul. Et aujourd'hui, on a ouvert le RP très récemment, le 13 mars 2026. Et le démarrage de toutes les activités qui étaient faites dans les salles externes va être fait aujourd'hui dans les ateliers de demain. À partir au départ du 1er juin, mais en fait, ça va commencer dès ce week-end. Ce qui est important de dire pour les collègues qui tiennent des collectivités et qui tiennent les rênes et le cordon de la bourse, et toute la partie administrative, je fais juste une aparté sur le fait qu'il y a un décret qui est sorti très récemment et qui nous a un peu sauvé la mise parce qu'on était un peu empêtrés dans les problèmes administratifs puisque l'administration ne s'est pas bien classée ce que c'est qu'un tiers-lieu, puisqu'il y a plein d'activités différentes, donc ça va de la mécanique auto, en passant par le maquettisme, en passant par les jeux de société, donc ça rentre pas dans les cases de l'administration qui sait pas si c'est du 5R, du 5L, du 5, ils savent pas. Pour votre information, il y a le décret qui est sorti, c'est un décret qui s'appelle 2025-1100 et qui permet pour des bâtiments de type 5R, comme n'importe quel commerce du village, donc bâtiment ERP type 5R sans sommeil, de se dispenser du dossier sécurité. Et ça n'empêche pas de mettre en place tout ce qu'il faut pour que le lieu soit sécurisé et qu'il y ait une défense contre l'incendie. Mais en tout cas, ça nous a bien sauvé la mise puisqu'on se voyait avoir des refus réguliers parce que l'administration comprenait pas en fait comment était installé le lieu. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on est épaulé et qu'il y a quelqu'un pour gérer toute la coordination. Donc, en l'occurrence, un agent de la mairie, Gilles, à qui je vais laisser la parole juste après. Et très, très important, et je l'ai vu sur la carte tout à l'heure, on est accompagné par le CES 72,
avec Isabelle Cochet, que j'ai vu, que j'ai aperçu et qui est parmi nous aujourd'hui, et qui est une aide indispensable. Moi, perso, je connaissais ce qu'était qu'un tiers-lieu, la ruche numérique au Mans, j'ai participé au départ, l'espace de coworking, Loire Cowork, et je connaissais tout cet environnement-là. Mais le fait d'être accompagné par des structures comme CES 72, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On avait encore une réunion hier soir, on s'est vu un certain nombre de fois, et on a besoin d'être accompagné pour que tout le monde comprenne, les élus et tous les parties prenantes au projet. Je vais laisser la parole à Gilles, parce que j'ai déjà bouffé pas mal de minutes sur les 10. Merci Nicolas. Donc, je suis en présence de François, un des nombreux bénévoles. Alors, je lui avais dit qu'il parlerait pas, donc on va voir. Donc, moi, mon rôle, c'est sur une partie de mon poste, je ne m'occupe pas que de l'animation du tiers-lieu, mais ça m'occupe quand même un gros tiers de mon temps, c'est de déployer les collectifs et d'animer les collectifs, mais aussi de rendre possible l'arrivée de toutes les activités sur le lieu. Donc en effet, on a la chance d'avoir une mairie qui investit sur l'humain, mais qui a aussi investi dans le bâtiment, dans la sécurisation et dans les équipements, parce qu'on va aussi ouvrir un Fab Lab pas plus tard que dans un mois. Donc on va pouvoir proposer de nombreuses activités. On est sur une évolution de notre gouvernance accompagnée par le CES 72 parce que d'une association simple, c'est pas péjoratif. Il faut qu'on aille vers une association plus solide, plus structurée, avec un modèle économique. Donc j'entends bien aussi que votre problématique de ce matin, c'est aussi de réfléchir à l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Donc nous aussi, on a à plancher sur ce sujet. On n'est pas encore fixé vraiment, mais ça fait vraiment partie de nos priorités. S'autonomiser aussi de la mairie, comme vous l'avez compris. Enfin, moi, je resterai agent à la mairie et je ne serai pas le futur animateur du tiers-lieu. Mais l'ADSL qui porte le projet, à un moment donné, donc pas plus tard que cet été avec une assemblée générale extraordinaire, va avoir des nouveaux statuts et s'il y a un changement de municipalité, l'association et le tiers-lieu doit poursuivre ses activités, doivent poursuivre ses activités. Donc on est aussi sur sur ce sujet-là et ça se passe bien, mais il faut là encore consolider le modèle de gouvernance. J'ajoute un petit quelque chose. Les ateliers de demain sont à peine ouverts, qu'on est déjà sur des projets, sur d'autres projets. Et je voyais tout à l'heure parler de la conciergerie qui pourrait être une antichambre en fait des ateliers de demain et offrir aussi des services communaux dans un ancien restaurant qui vient d'être réhabilité et qui va nous être livré sous peu de temps. Et comme on est très ambitieux, on a aussi une belle friche avec 32 000 mètres carrés de bâtiment. Donc les ateliers de demain, on en reparle dans 10 ans, on se retrouve et on prendra une trottinette pour aller d'une pièce à une autre. Je ne sais pas au niveau du temps, si on a encore un peu de temps. Oui. Eh ben, je laisserai bien la parole quelques secondes à la personne qui est à ma droite et peut-être plus lui demander pourquoi il s'est investi dans ce projet. François? C'était une rencontre associative qui était intéressante où il y a des projets. Il y a envie de faire des choses et c'est ça qui est important, quoi. On nous donne des moyens, on nous donne des bâtiments, on peut se retrouver là-bas et il y a plein de choses à faire. C'est ouvert, il y a des perspectives énormes. Donc, pour l'instant, ça laisse rêveur même tellement il y a de choses à faire. Mais c'est très fédérateur au niveau du village. On a des envieux même. Les gens du pays nous disent, ah, punaise, vous avez de la chance. Ouais, nous, on n'a pas ça, hein. Donc, ça motive, ça donne envie et c'est moteur, quoi. C'est formidable. C'est extra, quoi. Donc, on a envie de s'investir dedans. Mais c'est vrai qu'administrativement, ça a l'air un petit peu complexe quand même. Donc, ça demande à réfléchir et des recherches d'expérience un peu à droite à gauche sont les bienvenues. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on a visité pas mal de tiers-lieux avec les bénévoles, avec les élus. Ça nous a beaucoup servi. Et puis, l'accompagnement d'Isabelle Cochet du CES aussi est indispensable. Moi, j'avais proposé, dès mon arrivée en juin 2024 à la mairie, justement, qu'on soit accompagné, qu'on ait un temps de recul, vraiment quelqu'un qui nous fasse prendre du recul. Ce que monsieur le maire a peut-être oublié de dire, c'est qu'aussi, on est totalement autonome en énergie sur ce bâtiment. Techniquement, là, je vais lui relaisser la parole. Oui, alors c'était un pari, on voulait même aller jusqu'au point de ne pas avoir de compteur EDF, mais bon, ça c'est un autre problème, dans la mesure où on a fait monter une ombrière de 27 kg watt crête avec plus de 40 kg de batterie via une entreprise de la région, hein, qui sont à Nantes, qui s'appelle BIM Énergie.
Et donc, du coup, on stocke toute l'énergie qui est produite dans la journée et on est autonome en énergie. Alors, quand je dis on a dû garder un compteur, c'est que le compteur, le Linky, est nécessaire pour synchroniser les batteries et synchroniser les onduleurs pour pouvoir faire automatiquement la régulation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se permettre. On a des bâtiments qui sont très mal isolés et on a mis des chauffages de 2000 watts. On en a mis 4 pour une pièce de 100 mètres carrés et on s'en fout éperdument parce que c'est les rayons du soleil qui permettent de faire fonctionner nos radiateurs, y compris en hiver. Voilà. Donc ça va dans le sens de l'histoire au niveau de faire attention, et aussi il y a un côté pédagogique puisque les batteries sont volontairement mises en extérieur, ce sont des batteries qui sont destinées plutôt aux particuliers d'une manière générale. BIM avait jamais installé sur des collectivités, mais l'idée c'est de pouvoir montrer à nos administrés, ben voyez, cette batterie-là, ça coûte 8 000 euros, tu peux l'installer chez toi, ça fait 15 kilos et ça te permet d'aller stocker et d'aller te rapprocher de l'autonomie énergétique. Super. Et ben, je crois qu'on est pile poil dans le timing. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage enrichissant. Maintenant, je vais laisser la parole à Mehdi Louab, qui est le co-gérant en fait du Renard Semar, donc petit village dans l'Est ornais. Bonjour, bonjour. Il y a juste l'horloge là qui est en train l'horloge de la mairie, enfin de l'église qui est en train de sonner. Je sais pas si vous l'entendez malheureusement. Non. Du coup, nous on est dans un petit village qui s'appelle Eugon, donc dans l'Orne. Il y a 195 habitants, commune nouvelle, donc réunification d'une dizaine de communes qui fait à peu près 3000 habitants, qui est la Ferté-en-Ouche. On dépend de la communauté de communes de l'Aigle. Et du coup, avec Sarah, ma compagne, donc là maintenant ça fait 2 ans, on s'était dit, ce serait trop bien qu'il y ait un lieu qui puisse recréer du lien et des rencontres sur le territoire. Et en fait, on a vu qu'il y avait un local qui était abandonné, enfin pas abandonné, il était vacant depuis 2019, enfin 2020, après le Covid. Et parce que économiquement parlant, c'était déjà complexe et le Covid a fait que le commerce existant, qui est un restaurant, a dû fermer. Et du coup, on l'a vu depuis ces 4 années sans vie. Et vu que c'est notre village où on habite à 500 mètres sur une ferme. Et du coup, on s'est dit, bah, ce serait quand même bien qu'il y ait quelque chose. On s'est mis en lien avec la mairie à qui appartient le, le bâti. Et du coup, on a co-construit le projet. Et donc, pour donner des chiffres assez rapides, on a mis à peu près 6 mois, voire un an de montage de projet entre la structure juridique, économique et le montage général. Après, on a fait une phase de 3 mois de travaux parce qu'il y avait quand même pas tout à refaire, mais il y avait quand même pas mal de choses. C'était pas aux normes ERP, donc établissement recevant du public. Et donc, on a tout mis aux normes en collaboration avec la mairie qui a aussi cofinancé les installations. On a essayé de faire au mieux des rénovations énergétiques, mais faute de moyens, on a pu juste changer les fenêtres. Et on est encore aujourd'hui avec une chaudière au fioul. Mais du coup, c'est en discussion aujourd'hui avec la nouvelle mairie qui vient de passer récemment. Et voilà, on a investi un peu d'argent personnel parce qu'on est quand même sur une structure qui est une SARL d'économie sociale et solidaire, où on est deux co-gérants avec Sarah. Mais là, du coup, on va changer de structure juridique. On va passer à une association loi 1901. Donc, on va faire une passation qui se fait quasiment pas habituellement. C'est plutôt l'inverse. On passe plutôt d'association à entreprise d'économie sociale et solidaire. Et parce qu'on a réussi à faire émerger un collectif d'une 10-12 habitants des alentours sur le lieu, qui fait que on s'était dit que c'était peut-être l'opportunité de rendre la chose plus collective et plus adaptée aussi au territoire si les gens du coin en fait étaient vraiment impliqués dans la structure elle-même. Et comme nous, la base du projet, c'est de créer du lien sur le territoire et pas forcément la restauration en soi, que la restauration, le côté café-bar culturel, événementiel ou autre, c'est plus un moyen plus que notre finalité. Et du coup, on a créé l'asso il y a 2 mois à peu près. Et donc là, on est à peu près, il y a 10 membres du conseil d'administration, 5 coprésidents, et on est 48 membres adhérents, en sachant qu'on n'a fait qu'une seule réunion publique concernant la création de l'association.
et qu'aujourd'hui, on est encore sous un système d'entreprise, donc il n'y a aucune volonté d'avoir plus d'adhérents pour l'instant. Et on fait une transformation réelle, effective, début octobre, et en discussion du coup avec la mairie pour le changement de bail, la restructuration, le montage du projet, etc. Et du coup, notre volonté, en fait, c'était de pouvoir faire émerger différents projets au sein du même lieu. Et donc là, on est parti sur un café-bar culturel et social. Et on va évoluer du coup aussi en espace de vie sociale, donc un agrément de la CAF qui nous permettrait de concrétiser un peu plus notre animation socio-culturelle sur le territoire, via pourquoi pas la communauté de communes et le département. Et parce qu'on propose à peu près entre 10 et 15 animations socio-culturelles sur le lieu par mois. Et on fait des événements culturels de type concert, spectacle ou autre, un à deux par mois sur la saison haute et un peu moins l'hiver parce que forcément il y a moins de monde qui sort l'hiver. Et voilà pour le côté un peu fonctionnement. Et on est sur un bâtiment qui fait 230 mètres carrés au rez-de-chaussée. On a un étage de 100 mètres carrés qui, lui, est pas aux normes ni électrique ou quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut qu'on fasse quelques travaux d'habilitation qu'on est en train de discuter avec la mairie pour essayer de voir si c'est possible d'en faire quelque chose. On avait l'idée de faire un espace partagé, justement. Il y a eu des demandes pour des bureaux, pour des associations ou des artisans. Quand je dis artisans, c'est pour fabriquer des bijoux, pas pour faire un atelier de bois. Et on a un hangar de 100 mètres carrés aussi, qui lui est en construction de projet. Donc pareil, mise aux normes ERP pour une salle de spectacle et de concert, diffusion de films documentaires sur lesquels on pourra avoir des droits via des habitants habitantes. Et c'est déjà pas mal. Et moi, je m'installe aussi paysan boulanger en même temps sur notre ferme. Et donc, le lieu me permet, pendant la première année d'installation, d'utiliser la cuisine professionnelle qu'on a retapée, enfin, qu'on a investi en fait dans la cuisine. Et du coup, pendant la première année, je vais m'installer dans la cuisine et après, je vais pouvoir m'installer sur la ferme avec un four à bois, etc. Donc, cette vocation de faire un peu pépinière de projet, nous, ça nous porte à cœur, mais du coup, il y a quand même une réalité, c'est que pour l'instant, en tout cas, on est deux à tenir la barre, on va dire, même s'il y a l'association à côté. Et tant qu'il n'y a pas la transformation et la transition, on sait que le projet ne peut pas se développer à la hauteur du potentiel qu'il a. Et en même temps, il y a aussi le côté financier qui fait que si on ne trouve pas des financements un peu plus conséquents pour tout ce qui est réhabilitation, même pour les rénovations énergétiques ou autres, on sait que ça peut apporter des gros freins sur le projet. Donc voilà, et donc je vois sur les slides de co-gérants, 12 000 euros de bénéfices en 2025. Donc ça, il faut savoir que nous, on n'est pas rémunéré sur notre activité aujourd'hui. Et sans rémunération, du coup, on a dégagé que 12 000 euros de bénéfices, à savoir que on est dans un territoire rural très peu dense et que la simple activité de café-bar ne suffit pas en elle-même à pouvoir créer deux emplois. Mais on sait que l'animation socioculturelle déjà va pouvoir nous permettre de financer un des deux emplois. Et d'où aussi le constat on est dans un territoire qui a besoin de financement et qui a besoin euh, de créer de nouveaux schémas économiques pour pouvoir financer du coup et créer des salaires. Et du coup, là, on est qu'à la création. Ça fait un an on est encore des tout petits bébés. Et on sait qu'avec le temps, on va pouvoir avancer sur ces problématiques-là et on va pouvoir s'inspirer aussi d'autres lieux et d'autres choses qui se passent sur le territoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à ajouter, je crois. Ouais, Merci beaucoup, Mehdi, merci pour à ce vous. témoignage. Euh, et on va partir maintenant dans la Manche avec Cancan Café et le témoignage de Caroline. Ah, Caroline, ton micro est désactivé. C'est bon? On est bon? Donc bonjour, Caroline. Donc
J'ai fondé Cancan Café à Percy en Normandie, Cancan Café et Cancan Média, parce que ce sont deux projets qui fonctionnent ensemble. Cancan Café, donc, est un tiers-lieu installé à Percy en Normandie depuis 2 ans et demi, et Cancan Média qui est installé au même endroit, dans les locaux de Cancan Café, qui est un média local indépendant. Alors, ce projet, il est né tout d'abord à Villedieu-les-Poêles. En 2022, on a créé avec deux autres personnes une association Loi 1901, donc Cancan Café. Euh, on était à l'époque installé dans un bâtiment dans le centre de Villedieu qui était loué à un propriétaire privé. Et puis en 2023, le bâtiment qui hébergeait le tiers-lieu a été mis en vente, et donc on a cherché une solution de relogement puisqu'on avait essayé de l'acheter mais ça n'a pas abouti. On s'est adressé aux communes des environs, à Villedieu aussi, mais également aux communes des environs, donc Percy, Gavray, etc. En fait, assez vite, il y a eu une proposition de la part du maire de l'époque de Percy en Normandie, qui a proposé que l'on s'installe dans l'ancienne banque postale, dans l'ancienne poste, donc qui avait été achetée déjà par la ville. Donc un bâtiment qui fait au rez-de-chaussée 160 mètres carrés et à l'étage 140 mètres carrés, avec un jardin attenant. Donc évidemment, même si c'est jamais simple de se déplacer d'une commune où on a déjà bien installé l'activité, bah voilà, le bâtiment était vraiment adapté. Percy, c'est à 7 km de Villedieu, donc on a quand même conservé la communauté qui avait été créée autour du tiers-lieu, qui attire des usagers, disons, compris entre Coutances, Granville et Villedieu, l'intercom de Villedieu surtout, aussi pas mal en allant vers Saint-Lô, pour ceux qui connaissent la Manche. Euh, donc voilà, on est arrivé à Percy dans ce bâtiment. Alors tout d'abord en rez-de-chaussée. Donc ce bâtiment, il était vacant depuis 6 à 7 ans, je crois. Donc la banque postale, la Poste, est maintenant hébergée dans le bâtiment de la mairie, comme souvent. Ce bâtiment, il y avait eu des projets à l'étude pour en faire quelque chose. Et puis ça n'avait pas abouti à plusieurs reprises. Et donc voilà. L'idée, c'était que le tiers-lieu s'installe dans ce bâtiment, ce qui a été fait fin 2023. Donc actuellement, on trouve à Cancan Café un café associatif, un espace friperie, un espace exposition, galerie d'art, un espace coworking, une bibliothèque, on va dire librairie d'occasion à prix libre. Et puis, évidemment, toute une euh, programmation événementielle très variée. Voilà, donc c'est un tiers-lieu culturel au sens large. L'idée, c'est évidemment de créer du lien sur le territoire, en lien avec le média local, Cancan Média, qui prend la forme d'une newsletter d'info locale hebdomadaire et gratuite. Puisque le credo, voilà, l'ensemble du projet, c'est vraiment d'informer localement tout en créant du lien sur le territoire euh, rural. Euh, Quoi d'autre? Alors, je regarde la slide. Au départ, donc l'association qui est, en fait, au départ, c'est né, le projet est né d'une initiative individuelle qui est devenue collective, donc qui a eu l'association de créer. Euh, c'est l'association qui loue le bâtiment à la ville avec un loyer modéré. Et puis depuis un mois, alors on était installé uniquement au rez-de-chaussée sur donc les 160 mètres carrés, et depuis un mois, on loue aussi l'étage, donc 140 mètres carrés supplémentaires avec le jardin attenant, qui était un ancien logement qui a été vacant depuis un an. Il y avait besoin de rafraîchir, il y avait besoin de travaux. Et alors, c'est à ce moment-là, surtout que le partenariat avec la ville a pris encore plus forme, c'est-à-dire que les travaux ont été menés conjointement avec la mairie et ont pu être financés en partie à hauteur d'un quart du chantier par Cancan Café via une aide de la préfecture.
Donc voilà, donc effectivement, voilà, il y a ce loyer modéré et puis les travaux qui ont été menés. Ça, c'est vraiment un partenariat de cette nature-là avec la ville. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'autonomisation et c'est vrai que c'est important pour pérenniser le projet tout simplement d'équilibrer les choses et au maximum de rester indépendant et de travailler effectivement en bonne intelligence. Euh, voilà, donc aujourd'hui, Cancan Café, c'est presque 300 adhérents sur 2025. Je suis l'heureuse salariée à temps partiel depuis décembre, à mi-temps, un petit peu moins. On a à peu près une vingtaine de bénévoles actifs sur les événements. Alors les événements, ça va de concerts, karaoké, conférences, ateliers d'écriture créative, ateliers pour les enfants. Voilà, c'est très varié. Et évidemment, comme dans les tiers-lieux en général, les adhérents, les usagers peuvent proposer toutes sortes d'activités ou de partage d'expériences. Voilà ce que je peux dire. Je me rends pas compte au niveau du temps C'est bien, tu es tout à fait dans à peu le près. timing et c'était clair. Vous pouvez D'accord. poser les questions dans le chat. Si tu veux conclure, je te laisse dire une petite phrase. Ce que je peux dire, c'est que alors le tiers-lieu, il est né. Alors il n'y a peut-être pas de hasard, mais il est né un peu par hasard au départ. C'est vrai que on avait un lieu au départ à Villedieu qui était pas très adapté, qui avait du charme, mais qui n'était pas adapté pour un projet du genre. Et en fait, les obstacles rencontrés avec le bâtiment tel qu'il était a fait qu'il a fallu s'adapter, que les activités ont été aussi choisies en fonction du lieu et des obstacles qui étaient là. Et finalement, bon, ça a pris une forme qui, à mon avis, voilà, qui devait être. C'est c'est- c'est la forme. Enfin, ça se transforme en permanence, mais voilà. La forme, là, ça commence à bien se structurer. On réussit en l'espace de 3 ans, du coup, à équilibrer correctement au niveau des finances. Alors, c'est évidemment toujours un peu fragile ce genre de projet, mais voilà, on va chercher au niveau des subventions, on va chercher on est bien soutenu par la DRAC, si on parle un petit peu d'argent, par la région en équipement, un petit peu le département, la préfecture donc pour les travaux qui ont eu lieu dans le bâtiment, et puis on commence à regarder aussi pour être VS au niveau de la CAF, espace de vie sociale. Voilà, au niveau de la gouvernance, il y a 9 personnes dans le conseil d'administration. Voilà, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Caroline. Et je vais prendre la suite pour vous donner un exemple de fabrique à initiative. En plus, j'ai vu que Gérardine Pradier, avec qui j'ai travaillé en binôme sur ce projet-là, est parmi nous. Donc, je parle sous couvert de son contrôle. Donc, on a mené cette fabrique à initiative sur 2024-2025. Donc, ici, on est cette fois-ci dans l'Eure, à Francheville, donc dans la commune nouvelle de Verneuil-d'Avre et d'Iton. Et à l'origine, donc c'est un espace, une boulangerie, euh, mais qui avait eu différents repreneurs, mais qui n'avaient pas réussi à pérenniser l'activité. Mais un souhait fort en fait de la mairie à qui appartient le bâtiment de maintenir une activité de dépôt de pain et puis un lieu de lien social et d'échange avec ses habitants. Donc, nous avons été sollicités, parce que la mairie avait repris l'activité temporairement en régie, donc en proposant cet espace de dépôt de pain, mais avec du coup, un fonctionnement qui n'était que temporaire et une réflexion sur comment pérenniser ce modèle-là, et puis réfléchir à étendre aussi l'activité que l'on pouvait retrouver au sein de ce lieu en complémentarité avec ce qui pouvait déjà exister sur la commune et évidemment trouver un porteur de projet pour exploiter et animer cet espace-là. Donc, sur l'accompagnement, on est sur une fabrique à initiative, parce que la question a été posée, qui a été financée pour partie par la collectivité, donc par la mairie directement, et puis une partie par le département via la Banque des territoires sur le dispositif Petite Ville de demain.
Donc, on a lancé cette fabrique à initiative. Dans ces cas-là, on combine souvent deux approches. Donc, on va rencontrer les acteurs locaux du territoire. Donc, c'est un travail qu'on a fait justement avec Madame Pradi d'identifier quelles sont un peu les forces vives du territoire, les personnes à rencontrer, les associations. Là, en l'occurrence, il y avait aussi une poste, une médiathèque. Donc, ce sont des personnes qui sont en lien avec la population. Donc, ça nous permet de récupérer de l'information sur les besoins, sur les pratiques en parallèle de faire un questionnaire aux habitants, toujours pour savoir ce qui pourrait les intéresser et comprendre les freins éventuels. Et puis ensuite, un fonctionnement par groupe de travail, pour dire, voilà, les besoins qui sont émergés, quelles sont les cibles à prioriser par rapport aussi à la connaissance du territoire, et puis de venir apporter des exemples inspirants, donc en fonction des besoins, et de dire, ben, voilà les différents modèles qui peuvent exister, leur fonctionnement en termes de gouvernance également, et qu'est-ce qui peut convenir à la commune. Et puis évidemment le levier financier, de dire mais est-ce que ce modèle-là peut être pérennisé et viable financièrement. Là, dans ce cas précis, c'est une structure d'insertion du territoire, donc ADS Insertion qui a repris l'activité. En l'occurrence, ils avaient déjà développé ce modèle de commerce multiservice conciergerie rurale sur Schönbrunn qui était à proximité. Et donc, ils ont repris les salariés qui étaient en régie et puis ben, développé l'activité. Et ça s'est traduit aussi donc, en décembre avec une inauguration officielle du lieu, puisqu'il y avait un espace qui était pour le dépôt de pain. Et par rapport aux besoins, ce qui était ressorti, c'était aussi un lieu de rencontre de petites restaurations, d'espaces pour se retrouver. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits pour agrandir l'espace et véritablement avoir cet espace café et de rencontre et un travail aussi avec les acteurs locaux, associatifs du territoire en cours pour animer ce lieu et en faire un véritable lieu de vie. Nous, quand on a une approche fabrique à initiative, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est aussi d'être un intermédiaire neutre, puisque en fait, c'est pas toujours la même chose quand c'est une mairie qui s'adresse directement aux habitants que quand c'est nous. Donc, on va recueillir une parole qui est un peu différente. Donc ça peut être aussi intéressant. On a un temps qui est vraiment dédié hein, et qui fonctionne aussi parce que sur chaque fabrique initiative, on a un binôme en fait avec un acteur du territoire parce que nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît le territoire. Nous, on connaît le SS, on connaît les modèles, on connaît l'accompagnement de porteurs de projets. Par contre, la connaissance du territoire, ce sont les acteurs qui l'ont. Moi, j'avais besoin qu'on puisse me dire bah, qui sont les personnes à aller rencontrer, de pouvoir m'introduire, de pouvoir faire le lien. Et puis, quand on parle de questionnaire, de jouer le jeu, de diffuser, de relayer, de mettre en boîte aux lettres si nécessaire, etc. Donc, ça marche parce qu'on a ce binôme-là. Et nous, on a le temps qui est dédié pour aller justement rencontrer ces personnes-là, faire ce temps de recherche d'exemples inspirants et puis de travailler sur ce format scénario, modélisation économique et de pouvoir conseiller aussi de par la connaissance de ces modèles. Et puis enfin, bah, une fois qu'il y a cette transmission, nous, on est toujours en capacité d'accompagner ce porteur de projet. Donc, c'est pas, on transmet et puis on s'en va, on est toujours mobilisable pour dire, ben, voilà, ce porteur de projet, le modèle est en train de se tester, hein, parce qu'évidemment, nous, on pose des hypothèses, on pose une opportunité, mais après, le modèle se teste et peut encore évoluer. Donc, nous, on peut continuer à accompagner cette évolution de modèle pour arriver à un fonctionnement viable et solide dans la durée. Euh, voilà ce que je pouvais dire. Je réfléchis, il y avait encore autre chose à vous dire derrière, mais non, c'est en rapide, hein, parce que le temps nous est contraint. Ce qu'on voulait surtout, c'était vous donner des exemples, en fait, de types de projets qui peuvent émerger quand on parle à la fois locaux vacants et ESS et les différentes manières de les monter et de les aborder. J'ai traité quelques questions en cours de route sur le chat. Mais vous pouvez, enfin, voilà, s'il y en a d'autres ou que la réponse que je vous ai donnée n'est pas, enfin, vous souhaitez un peu approfondir, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou prendre la parole. Là, je pense qu'on peut se permettre de prendre quelques questions à l'oral si besoin, avant d'enchaîner sur le témoignage de la foncière et de l'ADEME. Pour compléter et peut-être lancer les questions, ce dont on se rend compte dans les différents témoignages,
c'est qu'il y a une vraie plus-value à effectivement avoir un acteur un peu tiers de confiance pour accompagner. Alors, ça a été le cas dans le projet sur la Sarthe. Pour le Renard Semar et Cancan, on voit qu'il y a eu des dispositifs comme Catapulte ou IJMB, mais qui permettent d'avoir une partie accompagnement. Et donc, on s'en rend compte, nous, au quotidien, notamment auprès des collectivités, que ce relais-là est essentiel. Ça reprend aussi quelques questions dans le chat. On se rend compte aussi que l'ESS, on est sur du temps long, on est sur un modèle d'entreprendre qui est peut-être différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et ce temps long peut être un temps long pour le modèle économique, pour arriver à financer des postes. Après, tout ce qu'on voit dans les témoignages, notamment de Caroline et de Mehdi, c'est que ce temps long, il permet aussi de renforcer le collectif, de s'adapter au territoire, de lancer et tester de nouvelles idées qui vont venir compléter le modèle économique. Et c'est vraiment ça aussi la force de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire. Et donc ce temps long, il n'est pas forcément négatif. Il est pertinent pour que le projet puisse être robuste et pérenne dans le temps. On a le temps de prendre quelques questions, s'il y en a. Ou des questions auprès des intervenants aussi, si vous le souhaitez. Mm. Si après, il n'y a pas de questions, alors on a une question dans le chat. Est-ce que vous aidez les porteurs de projets à chercher des cofinanceurs? Car c'est souvent ce point qui bloque. Euh, Effectivement, Lola, tu veux peut-être répondre, Lola, là-dessus? Oui, enfin dans l'accompagnement qu'on peut proposer, évidemment, il y a cette partie-là de recherche de cofinancement. Enfin, même en amont, c'est l'accompagnement au porteur de projet à poser son prévisionnel et parmi les outils, bah, le plan de financement et d'aller chercher les cofinanceurs. Nous aussi, on on n'a pas connaissance de l'exhaustivité, évidemment, des financements, mais quand même, on a des relations avec la région sur les financements ESS, avec les départements si c'est le cas, avec les territoires et d'autres acteurs aussi nationaux, fondations et autres. Donc, on est en capacité d'orienter, d'accompagner les porteurs de projets là-dessus et puis d'accompagner aussi à la recherche de financement au global, comment je rédige un dossier, voilà, au-delà de juste identifier les noms des financeurs potentiels. Et j'ai une autre main levée. Oui, je pense que c'est moi, peut-être. Oui. Bonjour. Je suis chef de projet Petite Ville de demain auprès de 3 communes sur la communauté urbaine, le AC de Métropole. Moi, j'avais une petite question sur la question des acteurs en fait qui animent en fait, enfin qui sont à l'initiative de ça. Moi, j'ai plutôt une problématique d'un local vacant, d'une volonté en fait et d'un besoin qui émerge de la population et qui veut être auquel la nouvelle équipe veut répondre, mais pas forcément d'acteurs en fait identifiés comme moteurs et point de départ de toutes ces initiatives. Est-ce que ça c'est un problème en soi de vous faire intervenir quand on n'a pas à un moment donné un acteur autre effectivement qu'une collectivité qui veut répondre effectivement à une problématique qui existe sur le territoire et qui dispose en même temps d'un lieu qui est vacant et sur lequel pour expérimenter des choses. Donc, si je comprends bien, il y a un collectif de personnes qui a envie d'expérimenter, mais pas forcément de porter. Et la collectivité est en soutien, mais Alors, la demande il ne y a vient même, pas de la ouais, il y collectivité. a même pas de il y a même pas de, si pour le coup, il y a pas de, il y a pas de, comment, il y a pas de collectif en fait de constitué. En fait, c'est plus un lieu, un souhait de la commune de répondre à certains enjeux et besoins identifiés, mais pas encore justement cette mayonnaise, cette Hmm, ébauche de mayonnaise qui prend avec des acteurs qui souhaitent s'investir sur le projet. d'accord. Si on parle de la fabrique initiative, oui, c'est le bon point de départ parce que justement, nous, sur ce dispositif-là, on va pas intervenir s'il y a déjà un porteur de projet, auquel cas, nous, on passe en accompagnement du porteur de projet. Euh, voilà. Donc là, ça pourrait tout à fait. Et en fait, ce dont on se rend compte avec ce travail-là, c'est que justement, comme on a un temps d'ingénierie qui est dédié pour aller déblayer, pour explorer, parfois les personnes vont plus facilement se saisir du sujet quand on a fait ce travail-là. Et très souvent, nous d'ailleurs, dans la transmission, c'est assez rarement un porteur de projet qui sort de nulle part. C'est des personnes qu'on est allé chercher, qu'on a impliquées et une fois qu'on a travaillé avec elle à dire, ben oui, il semble qu'il y a quelque chose à tirer, il semble qu'il y a un modèle qui peut ressembler à ça, ben elles vont se saisir du sujet.
Donc là, ça pourrait être d'avoir ce temps vraiment exploratoire pour déblayer, mieux comprendre le besoin et commencer à réfléchir à des pistes de solutions. Et ensuite, envisager la reprise par un acteur, par qui, quelle forme, etc. Ok, très bien, merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien, merci. Oui, d'accord. Laurent, je t'en prie. Oui, alors ce qui me semble aussi indispensable dans la démarche, c'est vraiment d'avoir une municipalité qui soit hyper sensibilisée au principe, hein. Je crois que le témoignage de Monsieur Mourier abonde vraiment dans ce sens où euh, il faut vraiment un élément, comment dire, un appui fort et puis une conviction toute naturelle de la part de la municipalité. Il faut peut-être même que toute initiative de projet vienne peut-être en partant de là, parce que des locaux vacants, il y en a toujours, on peut toujours presque en trouver. Et ça me paraît être un des fondements. Et moi, je raisonne plus par rapport effectivement à une volonté aujourd'hui des élus. Alors, il y a eu un peu de changement et de temps en temps, des nouvelles volontés se sont exprimées dans cette direction-là. Et c'est un petit peu pour ça bon, que j'ai rejoint d'ailleurs le webinaire. C'est que ça peut être une proposition, une solution, une des possibilités et qu'il faut partager, mais qu'on ne peut partager qu'avec des municipalités qui ont envie et qui se sentent naturellement un peu porteurs au moins de l'état d'esprit du sujet. Oui, bah, je te rejoins. Côté Fabrica Initiative, c'est ce que j'ai évoqué et bon, tu le sais très bien aussi puisqu'on est en train d'en travailler une, enfin Mm. même deux avec ton territoire. Mais on a vraiment besoin de ce binôme-là, ne serait-ce que pour la connaissance du territoire. Et si à la culturation ESS, c'est sûr qu'on parle le même langage. Euh, et puis, dans les exemples qui ont été cités, enfin, pour les trois, pour le coup, Mm. on ressentait bien l'importance Ah, et le complètement. soutien de la collectivité. Donc, je rejoins tout à fait ton témoignage. Et nous, en tant que développeurs, c'est au niveau d'une communauté de communes, hein, pour le coup, c'est là où faut écouter. Et là, effectivement, voilà, j'ai entendu comme ça un avis, un besoin. Et donc, ça, à voir, peut faire partie peut-être des solutions à proposer parce que ça peut ne se partager que dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que oui, c'est à trois bandes, quoi. C'est un billard à trois bandes, hein. Il y a une collectivité hyper proche, la commune, une collectivité, un APCI souvent bah, pour accompagner, qui a peut-être un peu plus de moyens ou en tout cas un recul et une connaissance du territoire. Et puis, bien entendu, un monde de personnes qui ont envie de s'investir sur le sujet sans effectivement, et ça je le constate, c'est un des poids, les patates les plus complexes, sans compter quoi, sans compter, sans se dire c'est pas un modèle à Afrique quoi, très clairement, mais c'est un modèle et vous l'avez clairement souligné, c'est un modèle à convivialité, à réinventer de la vie dans les villages et on va bon à travers les trois témoignages que vraiment je salue, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et j'en profite juste par rapport à ce que tu disais, si, enfin, sur le côté plus sensibilisation, ESS, besoin d'acculturation, faut pas hésiter non plus à nous solliciter sur ça. On peut imaginer des ateliers, des petits temps un peu préalables, justement, que ce soit avec élus, techniciens, pour venir explorer, lever aussi les idées reçues, parce qu'on sait très bien que dans l'ESS, il y en a beaucoup. Donc, en amont de tout ça, enfin, n'hésitez pas à en discuter avec nous s'il y a des besoins en ce sens. Je me retourne vers toi, Laura. Est-ce qu'on a le temps pour encore une question, s'il y en a une? On a le temps pour une question, si je vois une main levée. Et puis sinon, on vous laisse continuer à compléter le chat. On pourra reprendre des questions peut-être en fin de webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on Moi, passe. je, Ah, je, je viens juste redire un mot pour répondre à Monsieur Bon. Euh, pour l'anecdote, à l'époque où j'ai écrit le projet de tiers-lieu, j'avais noté à la fin du projet probablement une quarantaine ou une cinquantaine de noms de gens que je connaissais
dont je pensais que nécessairement ils auraient envie de participer à ce genre d'aventure. On l'a relu plusieurs années après, là, il n'y a pas longtemps. Sont pas du tout les personnes auxquelles j'avais pensé, mais on s'en fout. En fait, le fait de vouloir aller chercher, d'impulser ce que vous disiez tout à l'heure, de motiver les troupes pour participer au projet, on n'a pas forcément pris le chemin qu'on pensait, mais la destination est la même. Et je vous rejoins sur l'autre point que vous évoquiez concernant la notion d'argent. Pour une fois, on a des projets où on n'est pas en train de parler de pognon, de DETR et de subventions etc. Certes, l'argent, il en faut et c'est un moyen, mais c'est vrai que l'objectif, il se quantifie pas en euros, il se quantifie en bonheur de voir des gens se rencontrer, sourire, passer des bons moments. Et ça vaut tout l'or du monde. Et moi, ce que je dis souvent, alors qu'on est une commune très à l'aise financièrement, avec des finances très très saines, c'est facile à dire quand c'est comme ça, mais ce qui nous est le plus cher dans notre commune, ça reste nos bénévoles, et ça, c'est de l'or en barre, quoi. C'est vraiment la motivation des gens, elle vaut tout l'or du monde. Merci Nicolas pour cette clôture et ça fait une bonne transition en tout cas avec la suite. On souhaitait faire témoigner Léna de la Foncière de Normandie parce qu'effectivement, un acteur et un outil comme la Foncière peuvent être des leviers pour des projets liés aux locaux. Léna, je te laisse la main. Super. Donc bonjour à tous. Donc Léna Brosse, aujourd'hui je représente la Foncière de Normandie et je suis là pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette société. Donc pour commencer, l'objectif principal de cette société, c'est la redynamisation commerciale des centres-bourgs. Donc pour vous présenter rapidement la société, donc on est une société d'économie mixte qui a été créée en 2021 à l'initiative de Hervé Morin, le président de région. Donc on a beaucoup de petits actionnaires, mais notre actionnaire majoritaire, c'est la région Normandie à 60%. Donc nous intervenons, comme on va le voir sur la petite carte, voilà, sur la globalité de la Normandie, donc hors métropole, donc hors la ville de Rouen, du Havre et de Caen. Pour donner quelques chiffres, en 5 ans, donc ça fait 5 ans que maintenant la Foncière de Normandie elle a été créée, on a acquis 45 locaux répartis sur tous les départements, dont environ 36 qui sont actuellement exploités. Alors, il faut savoir que l'on travaille seulement pour des commerces et essentiellement sur des commerces de proximité, donc c'est-à-dire les commerces de bouche, donc plutôt boulangerie, boucherie, charcuterie, épicerie, bar-restaurant. Nous intervenons sur les projets exclusivement à la demande d'une commune ou d'une communauté de communes, donc dans le cadre d'une stratégie locale de maintien ou de diversification commerciale. De plus, aujourd'hui, on n'a pas de durée de portage imposée et on n'a pas forcément vocation à revendre nos locaux, même si le but est que les activités arrivent à revivre d'elles-mêmes, en fait, à se relancer toutes seules, justement, dans ces petites communes normandes. Donc, alors, un projet se monte en plusieurs étapes et nous sommes là pour les accompagner du début à la fin, donc de la prise de contact à l'installation. On va donc, dans un premier temps, être contacté donc, soit par une collectivité ou par une communauté de communes ou par un porteur de projet qui sait que, par exemple, un local est vacant mais qui n'a pas les moyens de l'acquérir. On va donc ensuite être saisi par une collectivité ou une communauté de communes qui vont nous dire qu'ils ont envie que la foncière intervienne justement. Une fois que le projet il va être évoqué, la mission va être de l'instruire et de le modéliser, c'est-à-dire d'estimer le coût de travaux, de faire les études de marché, donc par exemple avec l'adresse de Normandie, pour être sûr d'un tel commerce fonctionne dans cette commune. On va faire les bilans d'opération pour voir quel loyer peut être proposé à un porteur de projet. Il faut savoir que la Foncière de Normandie, elle ne se lance jamais dans un projet à blanc, c'est-à-dire qu'il faut que le porteur de projet il soit trouvé avant le lancement du projet ou du moins avant l'acquisition du local. On va donc effectuer la recherche d'un exploitant potentiel en amont. Par la suite, donc la grande étape, c'est bien évidemment la validation du projet par notre conseil d'administration. Donc, il faut qu'il soit validé par toutes nos instances, tous nos administrateurs. Une fois que ce dossier il est validé, on va le contractualiser, c'est-à-dire on va signer tout ce qui est promesse de vente, acte de vente.
De plus, selon le type d'acquisition dont je vous parlerai juste après, on va pouvoir signer des conventions d'indivision, des conventions de partenariat. Et une fois que le bien il est en notre possession, le but, ça va être d'adapter le local, c'est-à-dire d'effectuer tous les travaux qui sont nécessaires pour pouvoir le livrer et installer justement des locataires. Alors, la grosse particularité de notre foncière, c'est ces différents modes d'acquisition. Donc, aujourd'hui, nous, on peut acquérir un bien seul ou en indivision. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important de savoir qu'on acquiert seulement des murs et pas des fonds commerce. On travaille seulement sur des murs et seulement sur des locaux commerciaux. Donc, la grosse nuance aujourd'hui entre ces deux modes d'acquisition, c'est que nous, Foncière de Normandie, on est éligible à une seule subvention, alors que travaillant en division avec une collectivité, ça nous permet d'obtenir davantage de subventions et donc de travailler sur un loyer qui va être bien plus modéré. De plus, la Foncière de Normandie, elle est là pour accompagner les projets du début à la fin. Elle gère donc également tout ce qui est rédaction et signature de bail commercial avec le futur exploitant. Mais également, une fois que le preneur il est en place, elle va gérer toute la gestion locative du bien. Une de nos missions importantes, c'est aussi la recherche du porteur de projet. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se lance pas à blanc dans un projet. Donc, pour cela, en fait, on va travailler avec des partenaires, donc des consulaires, des acteurs locaux, des collectivités. Donc là, c'est pareil comme avec l'adresse, par exemple. On définit ensemble un profil type et par la suite, on organise des jurys pour sélectionner justement un porteur de projet qui serait intéressant selon l'activité. Nos modes opérationnels, donc on ne fait pas de maîtrise d'ouvrage directe, on délègue toujours la maîtrise d'ouvrage. C'est pour ça que quelquefois, ça peut être plus simple de travailler en indivision avec une collectivité qui, elle, va avoir la possibilité d'effectuer de la maîtrise d'ouvrage. On ne fait pas de crédit bail. On travaille, donc je l'ai dit tout à l'heure, on travaille seulement sur des commerces ou des services, quelquefois, voilà, des locaux tertiaires. Et on ne fait pas d'engagement à blanc, donc on ne se lance pas dans un projet si on n'a pas de porteur de projet déjà trouvé. Le but de la Foncière de Normandie, c'est vraiment de redynamiser les centres-bourgs, mais la volonté, c'est également d'assurer la pérennité de l'activité. Donc, on va tout d'abord vérifier l'existence d'un marché potentiel sur la commune. Si il est opportun, par exemple, peut-être que des fois, il y a déjà une boulangerie dans la commune et on va vérifier s'il est opportun d'en ouvrir une deuxième ou si finalement, il n'y a pas assez de besoins. Voilà, en fait, on va calculer l'offre et la demande. Voilà, on va faire attention à tout ça. On va définir un loyer cible et adapté à ce marché parce que c'est vraiment le point très important de la foncière, c'est arriver avec des montages qui sont parfois très conséquents en coût, d'arriver à délivrer un loyer qui soit modéré. Et on sait que dans les petites communes, il est important en fait d'évaluer la capacité à atteindre ce loyer selon justement le chiffre d'affaires des commerçants. On a deux options pour atteindre le loyer cible. Donc, comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, l'acquisition seule ou en indivision. L'acquisition seule, donc c'est-à-dire que la foncière, elle acquiert par elle-même, par ses moyens propres, le bien. Cette méthode, elle est possible si le coût d'achat plus le coût des travaux potentiels, il est compatible avec un loyer équilibré. Parce que même si le but est d'exercer le loyer le plus minime possible, la société, elle ne peut par logique du coup se retrouver en déficit. Si jamais l'acquisition seule, elle n'est pas possible, on peut, entre guillemets, s'associer avec la commune en réalisant une acquisition en indivision. Donc, on exerce toujours des indivisions à 49% pour la commune et 51% pour la Foncière de Normandie, ce qui permet à la Foncière de Normandie de rester majoritaire et de toujours garder la gestion des biens. Et ça peut être aussi un avantage pour les communes, et ce qui peut leur éviter des fois de devoir gérer des potentiels conflits avec les commerçants de leur commune. On sait que des fois, les communes préfèrent que justement on garde la gestion locative des biens par la suite. Ce mode d'acquisition en indivision, il va permettre d'augmenter l'accès aux subventions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, les collectivités, elles peuvent prétendre à beaucoup plus de subventions que nous. Et ces subventions, elles vont permettre de réduire la quote-part à la fois de la Foncière de Normandie et à la fois de la mairie sur l'investissement total, c'est-à-dire l'acquisition et les travaux qui vont être effectués dans les biens.
Donc, ça va permettre une réduction de loyer. Et quelquefois, sur nos projets, on a aussi des collectivités qui renoncent temporairement à leur quote-part de loyer pour soutenir justement le lancement des activités. Donc, ça permet également de faire diminuer les loyers de nos exploitants. Pour conclure, du coup, notre mode d'acquisition en indivision, c'est un vrai facteur de réussite. Il nous permet d'accéder à plus de subventions, de proposer des loyers bien plus adaptés pour nos exploitants et surtout de rendre possible des projets qui ne le seraient pas avec une acquisition seule. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Merci, Léna. Et si vous avez des questions plus précises, j'en vois une dans le chat. Je te laisse peut-être y Oui, répondre directement. Et on alors, pourra aussi vous mettre, si besoin, les mails de nos intervenants. On va passer maintenant au dernier témoignage, celui de Chloé Saint-Martin de l'ADEME sur la partie transition écologique, qui finalement peut être un sujet très transverse dans globalement les projets de l'économie sociale et solidaire, plus précisément sur une thématique de locaux vacants. Ça peut se retrouver à différentes étapes. Et donc, on trouvait intéressant que l'ADEME puisse ce matin vous présenter son périmètre d'action. Oui, bonjour à tous. Du coup, bon, l'objectif, c'est d'expliquer un peu ce que fait l'ADEME. C'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, voilà, en gros, donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. C'est une agence de l'État. Et donc, elle suit les directives qui lui sont données par plusieurs ministères. Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Ça fait long. Et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a différents domaines d'intervention qui sont assez vastes. L'énergie, l'économie circulaire, pour tout ce qui est matière, l'alimentation, la mobilité, l'adaptation au changement climatique, qui devient un sujet de plus en plus important chez nous, et les sols. Donc là-dedans, en gros, ce qu'on va pas retrouver, c'est l'eau qu'on laisse aux agences de l'eau. Nous, notre rôle, en fait, globalement, c'est de conseiller et de faciliter les projets en leur donnant accès à des financements qui sont bien cadrés. Évidemment, on ne peut pas aider tout type de projet, on a des cadres. Et donc, on va accompagner ces projets depuis le conseil, la phase amont, jusqu'à la mise en œuvre du projet et les résultats qu'ont donné le projet. On va pouvoir aussi faire du lien entre des projets, des porteurs de projets. Et donc, on s'adresse uniquement aux acteurs économiques et aux territoires. On n'a pas d'action directement auprès des particuliers. Donc, notre feuille de route pour cette année, elle a été centrée autour de 5 grands objectifs. Le premier, c'est envers les territoires, pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Et on a un label qui s'appelle Territoire en transition, TET, qui est déjà pratiqué par un certain nombre de collectivités, plutôt EPCI sur la Normandie, mais partout en France. On accompagne aussi les élus. Il y a un réseau qui s'appelle Élus pour agir et qui est accessible à n'importe quel élu pour pouvoir recevoir des informations sur la transition écologique, savoir comment agir, avoir accès à des visites, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à relier cette information-là aussi. La décarbonation des entreprises et de l'industrie, c'est évidemment un point hyper important, surtout en ce moment. On entend parler beaucoup d'énergie fossile et des coûts. Et la structuration de filières clés. Donc là, on va plus retrouver nos thématiques qui intéressent dans le cadre de la Fabrique à Initiative, par exemple. Donc, on a le bois, la géothermie, la biomasse, des économies plus locales, l'économie circulaire. Et sur les filières, en particulier matières, on va se focaliser beaucoup cette année sur les déchets d'activité économique, le textile, qui est un gros sujet difficile, et le plastique toujours. Le quatrième, pardon, il y avait aussi l'adaptation au changement climatique, qui est aussi un sujet important, et le côté friche et sites pollués, qui rejoint aussi les locaux vacants, qu'on traite depuis plusieurs années, qu'on a des fonds vraiment spécifiques là-dessus. Donc en direction régionale, on a une action différente de ce que font les sièges, mais nous, on accompagne vraiment les projets au plus près et on met en action notre programme d'action auprès des territoires, les énergies renouvelables et de récupération, la décarbonation, je l'ai dit, et l'économie circulaire. On travaille principalement en fait avec les préfectures, la région,
des partenaires locaux, les collectivités et des relais et des réseaux. C'est pourquoi on travaille avec l'adresse aujourd'hui pour, à travers l'adresse, pouvoir atteindre des projets plus locaux. Et donc voilà, c'est notre organisation pour dire qu'on est présent dans toutes les régions et qu'on a 3 sites centraux, Paris, Angers et Valbonne. Et donc ça, c'est notre écosystème. On a, comme je l'ai dit, on travaille sur absolument toutes les cibles, que ce soit le siège ou les directions régionales. Et les citoyens que vous voyez là, on les touche à travers des structures intermédiaires, en fait. Voilà. Merci Chloé. Et effectivement, l'adresse et l'ADEME ont un partenariat structurant depuis un peu plus d'1 an maintenant autour de la Fabrique à Initiative et du cycle défi, avec un objectif de produire pour l'adresse 5 fabriques à initiative d'ici à fin 2027. Et donc très concrètement, qu'est-ce que ça implique? L'ADEME peut venir cofinancer un cycle défi ou une fabrique à initiative dès lors que ça rentre dans le périmètre de ce qui a été présenté des transitions. L'ADEME peut venir cofinancer jusqu'à 70% du budget global de l'étude, ce qui peut être un réel levier. Et ça me permet de répondre à une des questions de tout à l'heure qui était: est-ce qu'une fabrique à initiative est un dispositif payant? Nous, aujourd'hui, c'est le seul dispositif à l'adresse qui est payant. La fabrique à initiative permet de mobiliser entre un tiers et un quart d'ETP, des collègues chargés de mission qui vont pouvoir mener la fabrique sur des périodes de 9 à 12 mois en moyenne. Et donc, selon le territoire, selon la complexité, le nombre d'acteurs en présence, la thématique, une fabrique à initiative peut coûter entre 15 et 25 000 euros. Sur un cycle défi, on est sur des montants qui sont moindres puisqu'on est en première phase. Mais voilà, c'est pour tout ça pour dire que ce cofinancement de l'ADEME peut être un réel levier pour passer le pas de lancer une étude sur un territoire dès lors qu'il y a un besoin identifié. Euh, et sur d'autres territoires ou d'autres thématiques, on peut aussi être en appui pour mobiliser euh, aux côtés de la collectivité potentiellement d'autres financements. Je pense au fonds Leader sur certains GAL et certaines thématiques, pas toutes. Mais voilà, en tout cas, on a d'autres leviers qui sont possibles euh, sur les cofinancements de fabriques. Il va être l'heure bientôt de conclure pour rester dans notre timing d'une fin de webinaire à 12h30. Nous vous remettons ici les coordonnées de Florent, Mathieu et Lola qui sont à votre écoute, y compris si vous avez une piste de besoin qui n'est pas forcément très aboutie ou des questionnements plus larges. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On peut aussi avoir ce rôle, comme disait Lola tout à l'heure, de sensibilisation, d'aller avec vous voir vos élus pour expliquer l'entrepreneuriat social, l'ESS, la fabrique à initiative ou le cycle défi. On a aussi cette mission-là, donc n'hésitez pas. Et on vous a remis également tous les liens pour suivre nos actualités, notamment LinkedIn et notre newsletter, qui peut vous permettre d'avoir des informations récurrentes et y compris de pouvoir nous rencontrer et rencontrer les projets que nous pouvons accompagner à travers les différents événements qu'on peut proposer sur les territoires. Ça peut vraiment être des éléments aussi pour mieux percevoir ce que c'est un projet de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social. Et puis, on vous a mis également enfin quelques ressources sur des dispositifs qui existent, des dispositifs nationaux, locaux, aussi pour aller plus loin sur la thématique des locaux vacants, un article sur le site et puis la page de la Fabrique à initiative. Euh, En tout cas, avec l'équipe de l'adresse, on est vraiment ravis d'avoir pu prendre ce temps et on espère avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à utiliser nos contacts pour prendre attache si vous avez des projets sur vos territoires. Et puis, on essayera de refaire ce même type de format sur d'autres thématiques dans les mois à venir. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre cette actualité-là. Et merci aussi à nos intervenants et intervenantes, que ce soit porteurs et porteuses de projets, collectivités, structures avec l'ADEME et la foncière. Ça nous a permis
d'avoir de l'inspiration et des réponses à pas mal de questions. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. à bientôt. Intéressant, intéressant. Et puis, il